Salut tout le monde! Avec la météo complètement pourrie de cet hiver, c'est pas la fête pour faire des essais de voiture. Alors on va repartir sur un sujet à l'ancienne et on va en profiter pour jouer à un petit jeu ensemble. Alors, vous le savez forcément, les designers automobiles adorent sortir tout un tas de prototypes qui servent à tester les futures lignes des modèles à venir, tout en leur donnant les noms les plus inspirants possibles. Et parmi toutes ces marques, il y en a une qui est spécialiste dans le recyclage de ces noms, c'est Renault, ouais, vous allez me dire encore Renault. Mais bien souvent, le modèle définitif porte le nom d'un proto qui n'avait rien à voir à l'origine. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les protos, et ce sera à vous de découvrir le nom qui va avec. Et à la fin, vous pourrez me dire dans les commentaires combien vous en avez deviné. Allez, c'est parti! Bon, avant de commencer, et pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières actualités de la chaîne, ou si tout simplement vous débarquez ici pour la première fois, je vous rappelle que la chaîne Aeroauto est devenue 100% automobile. Alors pour ceux qui étaient aussi là pour m'entendre parler d'histoire d'aviation, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Aerotour et qui elle est 100% aéro cette fois-ci. Alors bien sûr, je vais y transférer progressivement les anciennes vidéos et il y aura aussi tout un tas de nouvelles histoires à venir bien sûr. Bon, les liens sont dans la description, tout ça, vous connaissez la musique. Maintenant on est parti. Allez, pour le premier modèle, on remonte directement en 1988 avec ce qui devait être un véritable salon roulant. Cette année-là, Renault présente une grande berline 4 places, lumineuse, luxueuse et extrêmement confortable, au style résolument moderne. Extérieurement, la ligne fluide Biodesign descend directement du concept Vesta 2 étudié pour offrir un minimum de résistance à l'air et donc améliorer la consommation de carburant. Avec ses montants très fins et ses vitres teintées, le pavillon semble flotter au-dessus du vitrage. Mais la voiture se veut également fonctionnelle, et quoi de mieux pour accéder facilement à l'intérieur que deux larges portes à ouverture antagoniste sans montant central. A noter au passage qu'on retrouvera ce système d'ouverture antagoniste sur le prototype du Scénic un peu plus tard, mais aussi sur le Hobbycar Passport, rappelez-vous, ce prototype unique au monde dont je vous ai fait l'essai exclusif sur la chaîne l'année dernière. Alors si ce n'est pas déjà fait, allez le voir aussi. Bon, vous trouvez l'accessibilité encore un petit peu juste? Le siège conducteur peut pivoter de 60 degrés pour mieux accueillir votre popotin et le siège passager, lui, peut carrément pivoter à 180 degrés pour faire face aux passagers en mode salon roulant. Et on n'est pas moins bien loti à l'arrière, puisque les deux sièges passagers peuvent passer en position repos grâce à une lunette arrière qui peut reculer de 35 cm pour offrir plus d'espace aux jambes. Que demander de plus? Mais dans ce concept de 1988, on était déjà au 21e siècle puisque les rétroviseurs étaient remplacés par 3 caméras et 2 écrans dans le tableau de bord. La voiture possédait même un téléphone intégré et un système de guidage type GPS, devenu tellement banal aujourd'hui qu'on râlerait si on ne les retrouvait pas dans nos voitures actuelles. Et pour déplacer cette grosse bête, vous allez me demander? Sous le capot, on n'a rien de moins qu'un V6 3 litres turbo de 250 chevaux permettant d'atteindre 250 km/h en pointe. Mais c'est pas tout, car cette berline dispose également de 4 roues directrices et motrices, d'une suspension à pilotage électronique et d'une boîte de vitesse à double commande, automatique ou manuelle. Bon alors, cette grande berline luxueuse, vous avez trouvé son nom? Bon, je vous l'ai dit en intro, mais le nom du proto n'a rien à voir avec le modèle de série, puisqu'ici il s'agit de la Renault Mégane. Ouais, une banale compacte remplaçant de la R19 et qui n'aura rien du tout du luxe ni du volume du concept dont elle porte le nom. Allez, pour la petite anecdote, certains se demandent même si les designers de chez Renault ne seraient pas allés jeter un petit coup d'œil chez Citroën, puisque de profil, on retrouve un peu le style de la XM qui sortira en 89. On a dans les deux cas une ligne très effilée, une grande surface vitrée avec une ligne de caisse assez basse, et surtout un avant plongeant avec des feux placés très bas. Et cette inspiration se retrouve même sur le tableau de bord, puisqu'avec sa casquette arrondie, ses deux cadrans carrés et surtout le bloc satellite de chaque côté du volant, on se croirait presque dans une CX un petit peu modernisée. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce ne serait pas la première fois qu'un bureau d'études va lorgner chez la concurrence pour trouver l'inspiration et tenter de faire mieux qu'elle. Bref, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires et on passe à la suivante. Et la suivante, sortie en 2005, porte entre autres le nom de code Z17. C'est un petit véhicule urbain haut de gamme qui ne propose que 3 places, mais qui est bourré d'astuces. En effet, avec son style rondouillard et ses 3,45 m de long, soit presque 20 cm de moins qu'une Fiat 500 d'aujourd'hui, elle propose quand même 3 places et un coffre de 300 litres, c'est-à-dire plus grand que celui d'une Clio 2 de l'époque. D'ailleurs, pour accéder au coffre, vous avez 3 possibilités. Soit ne relever que la lunette arrière, soit ouvrir complètement le coffre, ou encore vous contenter de simplement baisser la vitre arrière gauche pour déposer un objet sur la plage arrière. Pour monter à bord, si la porte conducteur s'ouvre de manière classique,
Celle du passager glisse vers l'arrière grâce à un système à double charnière qui permet d'avoir un minimum d'encombrement sur les parkings et de faciliter l'accès aux passagers. Et pour le bonheur des plus grands conducteurs, ils auront même le luxe de voir la partie vitrée du toit se soulever pour leur éviter de se cogner la tête en s'installant à bord. Et d'ailleurs, une fois installés à l'intérieur, les occupants ont droit à un habitacle simple mais très soigné, avec bien sûr le fameux soft touch si cher à Renault dans ces années-là, mais aussi un superbe ciel étoilé façon circuit imprimé. Bien sûr, avec son style dynamique, sa couleur rouge, ses roues de 18 pouces repoussées aux quatre coins de la caisse, elle a aussi eu droit à un petit moteur rageur, un 1 litre de turbo de 100 chevaux, qui aurait pu la rendre à ses joueurs sur les petites routes. Bon alors, à votre avis, elle porte quoi comme nom cette petite puce? Eh bien, si vous pensez Twingo, c'est non. Puisque son nom, c'est Zoé. Et à ce moment-là, on ne pensait pas encore du tout à en faire une citadine électrique. Il faudra attendre le salon de Francfort de 2009 pour voir apparaître un nouveau concept appelé Zoé, qui annonce l'arrivée imminente de Renault sur le marché des véhicules électriques à un prix accessible. Mais si la Zoé, première du nom, a sûrement inspiré la Twingo 3 qui lui ressemble vraiment, sans les extravagances des designers bien sûr, la Zoé 2009 est un pur délire créatif qui ressemble presque à un insecte avec un intérieur digne d'un vaisseau spatial, des panneaux photovoltaïques sur le toit et des pare-chocs en gel de polyuréthane pour amortir les chocs du quotidien. Au final donc, la Zoé que nous connaissons tous et avec laquelle j'ai roulé pendant 3 ans, parce que oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai roulé en électrique, elle n'a plus rien à voir avec aucun des protos qui l'ont précédé, si ce n'est la motorisation électrique justement. Bref, là encore, Renault nous a fait rêver avant de nous sortir une voiture. Certes spacieuse et pratique au quotidien, mais d'une banalité affligeante. Allez, pour la suivante, on change de catégorie, puisqu'on va parler d'un grand coupé 4 places de luxe, le coupé Z16. En 2004, Renault nous a donc sorti cet ovni, puisque la marque aux losanges n'avait plus proposé de coupé depuis une Fuego tombée en désuétude depuis longtemps. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Eh bien parce que développer un coupé sportif, ça demande d'étudier un tout nouveau châssis, capable d'accueillir des moteurs dignes de ce nom, donc avec au moins 6 voire 8 cylindres. Et ça coûte très cher. Mais au début des années 2000, le coupé 406 cartonne et Renault vient de créer une nouvelle alliance avec le géant japonais Nissan. Et chez Nissan justement, il y a toute une banque d'organes que Renault pourrait utiliser pour son nouveau coupé. Plus besoin donc de dépenser de l'argent inutilement, quand on peut aller se servir chez le copain japonais. Alors, pour faire oublier l'échec de l'Avantime pour lequel le public n'était pas encore prêt, Renault va se tourner vers un design plus classique, bien que très moderne, dans la ligne droite du concept Velsatis de 2001. Capot très long pour accueillir un gros moteur, ligne de toit rabaissée et arrière tronqué pour plus de dynamisme. Mais finalement, la ligne n'aura rien de si classique. À l'avant, le losange trône fièrement au milieu d'un capot sans véritable calandre. Le moteur est refroidi grâce à 2 grosses entrées d'air situées sous les phares presque reliées entre elles par une longue écope horizontale sous le nez. Et comble du raffinement pour l'époque, les optiques avant sont à diode électroluminescente et s'orientent afin d'éclairer dans les virages. Le pare-brise incliné et teinté se prolonge jusqu'à la lunette arrière, baignant de lumière un intérieur garni de cuir rouge margot. Enfin, la malle arrière de 400 litres surprend par sa forme trapézoïdale, soulignée par des feux horizontaux très fins, mais aussi par son ouverture qui fait glisser le coffre par-dessus le pavillon. Ajoutez-y des énormes jantes de 22 pouces, et tout est dit. À l'intérieur, les sièges Recaro semblent flotter au-dessus du plancher et la pureté du cockpit respire la sérénité. La planche de bord, elle, est dessinée comme une feuille d'arbre pliée en deux, légèrement pincée en son centre, et apparaît visuellement très légère. Enfin, toutes les commandes sont regroupées par îlots fonctionnels, à la manière du sélecteur de la boîte automatique séquentielle, discrètement intégré à la coudoir centrale. Pour animer la bête, enfin, on retrouve sous le capot le V6 3,5 litres de 280 chevaux de la Nissan 350Z. Alors maintenant que vous avez tous les éléments en votre possession, à votre avis, quel est le nom de ce coupé de luxe? Eh bien, c'est la Renault Fluence. Ah bah oui, là la chute, elle est brutale. On vient de passer d'un superbe coupé sportif aux lignes tranchées à ce qui a sûrement été une des pires Renault de l'histoire question design. Jamais rien vu d'aussi fade. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a même qui ne la connaissent pas. Et c'est plutôt normal, puisque cette voiture a été dessinée par la branche coréenne de Renault, Renault Samsung Motors, le même Samsung, la même entreprise qui fabrique des portables, mais qui vend aussi des voitures dans son pays. D'ailleurs, là-bas, elle est vendue sous l'appellation Samsung SM3, et elle était plutôt destinée aux marchés émergents comme l'Amérique du Sud, l'Asie, la Turquie ou encore le sud de l'Afrique. Bref, sûrement la voiture la plus dispensable de l'histoire de Renault, elle est peut-être à égalité avec la Renault Latitude. Et finalement, qui est-ce qui a hérité du design du prototype?
Eh bien, c'est la Laguna coupée. Si l'avant reprend une allure beaucoup trop classique par rapport au concept Fluence, l'arrière au moins se distingue en reprenant sa forme trapézoïdale, même si l'ouverture de la malle a perdu cette cinématique si particulière. Et sous le capot, on aura quand même droit à un peu de punch, avec des motorisations essence et diesel allant de 150 à 235 chevaux. Bon, on en pense qu'on veut côté design, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'était une GT agréable à conduire, avec un châssis efficace, des moteurs punchy et un rapport qualité-prix remarquable. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais avant de partir, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires combien vous en aviez trouvé. Et surtout, si vous en voulez un deuxième épisode, parce que chez Renault, il y a encore suffisamment d'exemples pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir, et on se retrouve ici très bientôt. Allez, tchuss!